Ça se passe bien à l'école, Diane? Oui, oui. Diane, je t'ai déjà dit d'arrêter de bavarder. Puni de Netflix pendant un mois. You talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Ah, si seulement j'étais aussi sévère que ça. Mais tout ça, c'est de la fiction. Bon, ne vous inquiétez pas, je ne spoilerai rien dans cette première partie de vidéo, absolument rien. Je ne vais rien dire qui pourrait vous donner des pistes pour imaginer le fin mot de l'histoire, surtout que les films de Shyamalan fonctionnent énormément sur leurs révélations et leurs twists, donc j'ai vraiment pas envie de vous gâcher la surprise de découvrir le film. C'est pour ça qu'il y aura une deuxième partie de vidéo, une partie spoiler, à partir de ce timecode là. Voilà, on est tranquille jusque-là, et avant d'attaquer la critique, je voudrais juste mentionner que j'adore Incassable, que je le considère comme l'un des meilleurs films de super-héros. Il est probablement dans mon top 5 des meilleurs films de super-héros. Et je voudrais aussi juste rappeler que ce film, à sa sortie, n'avait pas totalement convaincu les spectateurs. C'est qu'avec le temps qu'il a gagné l'estime des gens. Et même mon prof de scénario nous avait dit à l'époque que le film était mal écrit, qu'il tenait pas la route. Et je me rappelle aussi qu'on avait tous halluciné qu'ils nous disent ça, parce que nous, on avait trouvé ça juste brillant, enfin on avait adoré. Et d'ailleurs, si vous regardez la moyenne presse hallucinée sur le site, on est à 3,4, et même les spectateurs, je crois qu'on est à 3,6. Donc c'est pas dingue pour un film qui est considéré aujourd'hui comme une œuvre culte. Et je pense qu'au fil du temps, Incassable a marqué les esprits parce que c'est un film visionnaire et en avance sur son temps. C'est un film qui faisait du Nolan avant Nolan, dans cette volonté d'ancrer la mythologie super-héroïque dans notre réalité. Et c'est cet aspect-là qui nous donnait le vertige à la fin du film. Incassable, il était aussi visionnaire parce qu'il avait anticipé le phénomène Marvel comme on le connaît aujourd'hui, en nous montrant que les super-héros allaient devenir très bientôt la nouvelle référence mythologique, après celle des Grecs, des Égyptiens, etc. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la popularité du MCU. Donc, indirectement, ce film a peut-être tracé la voie à tous les films de super-héros comme on les connaît aujourd'hui. Donc je peux te dire que je l'attendais très impatiemment, ce Glass, que j'y croyais d'ailleurs dur comme fer, surtout après Split, qui avait créé la surprise et qui avait réhabilité Shyamalan en tant que metteur en scène, après des années d'errance cinématographique. Du coup, que vaut ce Glass qui vient clore cette trilogie postmoderne de super-héros? Eh ben écoute, je suis ressorti de la salle assez mitigé. En fait, je dirais que le film est à l'image de son titre ou de son affiche, un bel objet fragile comme du verre. Un bel objet, oui, mais qui est à deux doigts de se briser parce qu'il est fissuré de partout. Beaucoup de trous dans l'intrigue, beaucoup de facilités scénaristiques, beaucoup de choses mises en place, non expliquées, non résolues. Voilà, des incohérences qui rendent le film assez bancal. Mais je vais commencer par vous dire ce que j'ai le plus aimé dans Glass, et ce que j'ai vraiment adoré, c'est que l'espace d'un instant, ce film m'a fait croire aux super-héros. C'est bête, hein, mais ça faisait tellement longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et il y arrive parce qu'il réussit à bien intégrer le surnaturel dans notre réalité. Il arrive à rendre tout ça assez plausible. Sans jamais franchir une certaine limite dans les exploits de ces super-héros. C'est-à-dire que oui, ils peuvent tordre l'acier, ils ont une condition physique surhumaine, mais on bascule jamais dans quelque chose de trop exagéré, c'est-à-dire qu'on voit jamais, je ne sais pas, on les voit jamais par exemple soulever un train ou s'envoler dans le ciel, voilà, on reste quand même toujours dans le domaine du plausible, on va dire, mais tout comme Incassable qui à l'époque s'inscrivait dans cette logique de réalisme dans le fantastique. Et pendant le film, je me disais, mais c'est dingue, je crois plus aux super-héros en voyant Glass qu'en voyant n'importe quel film Marvel ou DC. Comment ça se fait ? Eh bien, je pense que ça vient du fait que Shyamalan est convaincu par ce qu'il raconte. Il y croit à son histoire, ça se voit, ça se sent. Et c'est ça qui fait toute la différence avec tous les autres films de super-héros d'aujourd'hui qui sont fabriqués par des conseils d'administration et des experts en marketing. Ce que je craignais en allant voir Glass, c'est que le film dénature complètement les personnages qu'on avait aimés dans Incassable et qu'on ne les reconnaisse plus. Et que justement le fait que 20 ans, presque 20 ans se soient écoulés, eh bien voilà, ils ont changé, ils ne sont plus les mêmes, ils sont transformés, etc.
Le genre d'écueil qui m'a posé problème avec justement Star Wars 8. Et heureusement, dans Glass, c'est pas du tout le cas, puisque Shyamalan respecte ses propres personnages et vraiment inscrit son film dans une continuité logique de ce qui avait été mis en place dans Incassable, puisqu'on nous montre le quotidien super-héroïque de David Dunn, qui fait maintenant équipe avec son fils, et son fils qui fait un petit peu office de sidekick et slash Alfred, puisqu'il lui donne des tips, des tuyaux à distance, pendant que son père est justement en vadrouille à l'extérieur. C'est évidemment des références à ce qu'on connaît dans les films de super-héros, et c'est l'application concrète du dénouement d'Incassable. C'est-à-dire qu'on fantasmait de voir des scènes comme ça à la fin d'Incassable, et bien là, enfin, on les voit, on voit ce que ça donne, qu'est-ce qu'il advient du personnage de Bruce Willis, quel est son quotidien, ben là, enfin, on le voit, et d'ailleurs, tout ce début de film, c'est assez fascinant, c'est excellent, et ça renforce encore plus la crédibilité de l'univers. Et ce qu'il y a de plus réussi, je trouve, dans le film, c'est le personnage de Glass. Bon, heureusement, c'est le titre du film, mais d'ailleurs, c'est aussi un petit peu un problème, puisque les deux autres, Bruce Willis et James McAvoy, eux, sont un petit peu, on va dire, des fois, relégués au second plan. Il n'y a pas une évolution ou un arc narratif très intéressant par rapport à Mr. Glass, qui, lui, je trouve que Shyamalan arrive à le rendre encore plus complexe que ce qu'on connaissait de lui, en brouillant la frontière entre le bien et le mal. Et c'est d'ailleurs lui qui constitue la révélation la plus intéressante du film. Oui, parce qu'il y a plusieurs révélations et on en parlera dans les spoilers. Mais en tout cas, voilà, avec Mr. Glass, il arrive à éviter le manichéisme et il arrive à étoffer et à transcender la vision qu'on avait du personnage dans Incassable. Bon, James McAvoy est toujours impressionnant dans l'interprétation de cet homme aux 24 personnalités. C'est toujours bluffant de le voir switcher d'un personnage à un autre en un seul et même plan. Mais comme je disais plus tôt, j'ai pas été très convaincu par son arc narratif, où je trouve qu'il n'y a pas véritablement une évolution par rapport à Split. Il n'a pas, voilà, je trouve que dans ce film, il fait plus office d'outil que de personnage. Et c'est un peu pareil avec Bruce Willis, qui, une fois capturé et enfermé dans cet hôpital psychiatrique, il a plus véritablement d'enjeu, lui. Si ce n'est s'évader, sortir de cet asile, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de si grave pour qu'on ait envie de le voir s'évader? Rien. Son fils n'est pas en danger, la ville n'est pas en danger, il n'y a pas une menace qui plane quelque part. Donc on se retrouve avec des personnages qui n'ont pas forcément d'enjeu fort, et du coup des personnages qui n'ont pas d'enjeu, bah, ils ont un peu du mal à exister. En termes de mise en scène, ça alterne entre fulgurance et faute de goût, et c'est vraiment le résumé du film pour moi, c'est une alternance sans cesse entre des bonnes choses et des mauvaises choses. Par exemple, au début du film, où quand tu découvres Bruce Willis, la manière dont le personnage rentre dans le film, comment il est amené, j'ai trouvé ça magnifique, puisqu'on le découvre que par sa silhouette, où il est comme ça, tapi dans l'ombre, caché, et donc ça lui donne une aura énigmatique, presque mystique. Et puis après, tu as une scène de combat où c'est filmé avec une caméra qui est accrochée à Bruce Willis et qui le filme comme ça en contre-plongée. Et donc c'est ce que j'appelle un petit peu des plans filmés à la GoPro. Et là, j'ai pas compris, parce que voilà, j'ai trouvé que ça venait complètement contraster le style visuel du film. Ça m'a fait sortir du film. Oui, ça venait casser la mise en scène sobre et élégante de Shyamalan pour tout d'un coup basculer dans un truc plus proche du clip vidéo que d'un film digne de ce nom. Donc vraiment des choix esthétiques assez discutables. En revanche, une idée de mise en scène que j'ai beaucoup aimée, c'est le fait de réunir les trois personnages dans une grande pièce où les murs sont entièrement roses. C'est une scène qui se passe dans l'hôpital, qu'on a vu dans les bandes annonces et même sur les affiches. Et cette scène intervient au moment où la psychiatre met en doute l'existence des super-héros. Et grâce à cette couleur rose, très marquée, eh bien on a l'impression que ces personnages sont dans une grande chambre d'enfants. Et ils nous apparaissent justement comme des enfants qui se fantasmeraient super-héros. Et grâce à cette idée, on arrive presque à douter, nous aussi, sur la vraie nature des personnages. Est-ce que tout ça était bien réel? Et ça ne fait que renforcer la thèse de la psychiatre qui remet en question l'existence des super-héros. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette idée. Comment, avec juste la couleur d'un décor, tu arrives à raconter quelque chose sur tes personnages. En gros, Glass, c'est un film qui aborde des thématiques très intéressantes, avec une réflexion sur la condition humaine, une réflexion sur la place des super-héros dans notre société et son impact culturel, mais
raconté d'une façon un peu trop bancale. Et donc, pour rentrer dans le détail, eh bien justement, là, on va aborder la partie spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu le film, eh bien, arrêtez et revenez plus tard. Donc, spoiler, comment Mr. Glass arrive-t-il à sortir de sa chambre ? Pourquoi James McAvoy ne ferme-t-il pas les yeux quand on lui balance les flashs en pleine gueule, ce qui lui permettrait de sortir de sa chambre ? Pourquoi la meilleure scène du film est une scène coupée d'incassable ? Et qu'est-ce que c'est que cette fin avec les Illuminati de la franc-maçonnerie au trèfle noir ? Voilà, plein de questions et très peu de réponses. Donc Mr. Glass qui arrive à sortir de sa chambre, ça, je ne comprends pas. Ok, le mec est un génie, un mastermind, tout ce que tu veux, mais on peut pas compter que là-dessus pour justifier le fait que le gars arrive quand même à sortir d'une pièce où il est enfermé. Montre-nous comment il fait. Surtout que quand les gardiens de l'hôpital s'aperçoivent qu'il est sorti de sa chambre, ils sont même pas plus étonnés que ça. Ils lui disent « Hey, oh, t'es sorti de ta chambre, attention, ne recommence pas, hein !» Je sais pas, moi je suis à leur place, j'attrape le type et je lui dis mais dis-nous comment t'as fait pour sortir de cette pièce, parle tout de suite, explique-nous. Bref, bon, moi ça c'est ce que j'appelle une facilité scénaristique. Alors le coup des flashs, c'est une idée de mise en scène plutôt sympa, mais c'est trop bancal. Il suffirait que le gars ferme les yeux et les effets des flashs, ciao, et il sortirait de sa cellule quand il veut. Moi, je pense qu'ils auraient dû faire quelque chose de plus simple. Ils auraient dû enfermer ce personnage dans une cellule comme Hannibal Lecter et discuter avec lui depuis l'extérieur via, je sais pas, une caméra ou même une vitre blindée, quadruple vitrage, je ne sais quoi. On aurait accepté l'idée. Mais là, bon, j'ai bien compris que l'idée était justement de permettre au personnage d'être là physiquement avec lui dans la même pièce pour qu'il y ait une interaction proche. Mais sauf que le procédé des flashs, j'ai eu du mal à y croire. Et on en vient au twist final qui nous révèle l'existence d'une secte secrète, une sorte d'ordre mondial qui existe depuis 10 000 ans et qui manigance tout dans l'ombre. Et donc c'est parti, les théories du complot, les vidéos complotistes sur YouTube. Donc là, j'avoue être un petit peu sceptique sur l'intérêt et l'impact de cette fin sur toute l'histoire. Ok, il y a une organisation secrète de gens qui se réunissent dans des bistrots et qui veulent cacher aux yeux du monde l'existence des êtres surhumains. Mais pourquoi ? Pour contrôler le monde ? Mais pourquoi ils veulent contrôler le monde ? Qui sont ces gens ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? On ne sait pas. Alors oui, on est toujours dans la référence aux comics, hein. C'est vrai que des ligues secrètes qui agissent dans l'ombre, c'est assez courant dans les comic books. Mais là, j'ai trouvé que c'était... amené comme ça, enfin très mal amené, ça tombait comme un cheveu sur la soupe, on n'en sait pas plus, voilà, ça fait un peu, tiens, je te balance un truc un peu mystique et démerde-toi. Moi j'ai trouvé personnellement que c'était le twist le plus inintéressant de toute cette trilogie. Pareil, la révélation aux yeux du monde de l'existence des super-héros par le biais d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, pour moi ça ne marche pas, c'est pas une preuve assez tangible. Surtout aujourd'hui, en 2019, quand on sait comment on peut truquer très facilement des vidéos, je ne vois pas, enfin je ne pense pas que le public croirait ce qu'on lui donne à regarder. Pour moi, ça ne constitue pas une preuve assez forte pour convaincre toute une population de l'existence des super-héros. Voilà, l'idée est belle, mais encore une fois, c'est l'exécution qui tient pas la route, qui est trop bancale. Ce qui m'amène à un autre twist du film, celui que j'ai trouvé le plus intéressant et qui apporte une nouvelle lecture sur cette trilogie, c'est celui qui présente les véritables intentions de Mr. Glass en nous montrant qu'il est le créateur des super-héros. Et que Mr. Glass est en quelque sorte Stan Lee. Et qu'en vérité, il a dépassé son statut de simple méchant pour devenir un personnage plus complexe, une sorte de démiurge, qui cherchait depuis le début, en vérité, à inciter les super-héros à se révéler aux yeux du monde. Peu importe qu'il soit bon ou méchant, lui, tout ce qu'il voulait, c'était de faire basculer notre réalité dans un nouveau monde plein de possibilités. Donc la fin du film s'ouvre vers une ère un peu à la X-Men, où les super-héros ne seraient pas forcément les bienvenus et devraient peut-être agir dans l'ombre. C'est à la fois une continuité logique de ce qu'était le personnage de Glass dans Incassable, et en même temps Shyamalan transcende son propre personnage en l'amenant encore plus loin et en lui donnant une dimension encore plus mythique que ce qu'il avait. Donc en résumé, Glass, c'est un beau film, mais très malade. Et c'est pour toutes ces raisons que je mets à Glass la note de 3 sur 5. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film de Shyamalan, ce que vous avez pensé de Glass. Est-ce que vous êtes resté de glace ou est-ce que vous avez
adoré. Voilà, dites-le moi dans les commentaires, on en débat, on en discute. Et pour vous dire un petit peu où je me situe par rapport à Shyamalan, j'ai aimé tous ces films jusqu'au Village. Voilà, le Village inclus. J'avais bien aimé le Village. Après, il m'a complètement perdu, c'en était fini pour moi malheureusement. Mais voilà, je me rends compte que j'ai plutôt été indulgent par rapport à plein d'autres personnes qui ont laissé tomber Shyamalan à partir de Signe. Mais moi, j'ai beaucoup aimé Signe. Le Village aussi, j'ai plutôt bien aimé, j'ai pas adoré, mais voilà, j'avais adoré Sixième Sens, Incassable. J'ai pas vu ses films précédents. Et puis après, voilà, The Visit, j'avais trouvé ça sympa. Et il était revenu en force grâce à Split. Et c'est pour ça que je fondais beaucoup d'espoir pour Glass. Et malheureusement, je trouve qu'il n'a pas réussi à transformer l'essai. Mais je le reverrai bien une deuxième fois pour voir si je réévalue mon avis initial. On verra. Et puis, allez le voir. Voilà, allez le voir au cinéma. Et nous, on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour le nouveau film de Clint Eastwood. Ciao. Glass.